Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. 9h34, la vérité en face. Face à la dette, comment sortir justement de cette spirale de la dette? Pour en parler, Pierre Calfa est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez été porte-parole de l'Union syndicale solidaire et coprésident de la Fondation Copernic, et puis membre du Conseil économique, social et environnemental, et au co-auteur de ce livre « Quoi qu'il en coûte, sortir de la dette des griffes de la France » aux éditions Textuelles. Ah oui, c'est l'un des gros sujets dont on ne parle quasiment pas d'ailleurs dans cette campagne de la présidentielle, de la dette. Oui, c'est tout à fait étonnant, oui. Parce qu'on avait sorti justement ce livre en pensant que ça allait être un des débats centraux d'élection présidentielle. Hélas, d'autres débats ont surnagé. Débat plutôt discutable par ailleurs de mon point de vue, mais en tout cas, c'est visiblement pas celui-là. Alors que sur la dette, aujourd'hui, le poids de la dette, c'est quoi? L'année dernière, par exemple, c'était 112%, je crois, du PIB. Je crois que c'est monté, on est à quasiment 120%, là. Pas loin. Là, on doit être à 112, 113% du PIB. Voilà. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres aujourd'hui, mais enfin, globalement, à la fin de 2021, on était à 113% du PIB. Oui, c'est ça. Et parce qu'on donnait des projections qui pourraient nous emmener vers 120%. Je ne sais pas si... Bon, mais la première remarque, simplement, sur cet indicateur, puisqu'on va l'utiliser, je pense, tout le long de l'émission, le rapport dette sur PIB est un indicateur assez peu fiable pour une raison, c'est qu'il mesure des entités qui ne sont absolument pas homogènes. Ouais. La dette, c'est un stock. Oui. La dette de la France, c'est de tant de milliards d'euros, et le PIB, c'est un flux, c'est la richesse annuelle créée. Oui. Et quand on mesure, on compare un stock à un flux, d'un point de vue économique, ça n'a strictement aucun sens. Ouais. Donc, il faut avoir ça en tête. Donc, alors, toutes les questions. Éric Revel vous posera des questions aussi, d'ailleurs, dans 10 minutes, puisqu'il est resté avec nous, et spécialiste, en fait, de l'économie. Mais, alors, toutes les questions, quand même, depuis 20 ans, que l'on pose autour de la dette, les fameux critères de Maastricht, pour ne pas dépasser, en fait, un niveau d'endettement trop fort, tout ça, c'est de la foutaise? Non, la vraie comparaison qu'il faut faire, et qui est très importante là, c'est la comparaison entre la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts annuels versés par l'État français ou tout autre pays, à la richesse créée annuellement. Ça a un sens. Et si on regarde l'évolution justement de cette charge de la dette, on voit que année après année, elle a baissé, tout simplement parce que les taux d'emprunt de la France et des autres pays ont fortement baissé. Oui. Bon. Alors quand vous dites, parce que c'est le titre... Donc on est simplement, si je peux me permettre, dans une situation relativement paradoxale, c'est que le stock de la dette augmente, mais les intérêts que la France paye année après année baissent. Oui, alors ça c'est parce qu'il y avait des niveaux d'intérêt bas, mais si ça remonte aussi, et là vous avez vu, on a un niveau d'inflation de 4,5%, donc qui vient de tomber officiellement là, en ce mois de mars, je crois, donc ça peut surenchérir aussi. Oui, mais l'inflation, il y a des bons et des mauvais côtés. Du point de vue de la dette, l'inflation, c'est une très bonne chose. Ouais. Pour une raison simple, c'est que là, par exemple, ça veut dire que les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation, sont fortement négatifs. C'est-à-dire que la France gagne de l'argent quand elle emprunte aujourd'hui sur les marchés financiers. Ouais. Alors Pierre Calfa, on voudrait vos explications, parce que même si on n'en parle pas beaucoup dans la campagne, globalement tout le monde a compris quand même, quand un pays est endetté, on se dit il va à un moment il faut rembourser, donc est-ce qu'on peut continuer à avancer, etc. Vous dites justement, vous, et c'est le titre de votre livre, quoi qu'il en coûte, sortir la dette de la griffe des finances, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, tout d'abord, quand on dit il faudra rembourser la dette... non, mais attendez. C'est vrai, pas vrai. C'est vrai, pas vrai. Mais non, mais parce que les gens qui nous écoutent se disent, quand je m'endette pour acheter une maison, pour acheter une voiture, je dois rembourser normalement. Donc, voilà. Mais c'est toute la différence entre un ménage ou un particulier et un État. L'État ne rembourse jamais sa dette. Qu'est-ce qui se passe quand un titre de dette arrive à maturité? Et donc, théoriquement, l'État doit rembourser ce titre de dette. Eh bien, il emprunte de nouveau. Et donc, on dit, il fait rouler sa dette. C'est le terme que l'on emploie. Et donc en fait, l'État ne rembourse jamais le principal de la dette.
il ne rembourse paye que les intérêts. Voilà, c'est ça. Donc quand on dit qu'il faudra bien rembourser sa dette, non, c'est faux. Qu'est-ce qu'elle devient, cette dette? Elle est reconduite. Bah oui, mais c'est pas éternellement. Elle peut être reconduite tout à fait éternellement. C'est pas un problème tant qu'on a la capacité d'emprunter. Et aujourd'hui, on la doit à qui? On doit à qui cet argent? Aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié de la dette qui est détenue par des résidents français, en général des assurances vie qui placent ça en fonds. Non, mais c'est ça, donc beaucoup de Français finalement qui détiennent une partie de la dette. Ouais. Et l'autre moitié à la louche, par des non-résidents. Oui, par des non-résidents. Question avec vous, Éric Revel. Sur ce que dit Pierre Calfa, qui est très intéressant, sur cette dette où on n'est pas obligé de la payer, on la fait rouler. On la fait rouler depuis les années 70. Moi, je n'ai pas tout à fait la même perception que vous. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que le service de la dette, évidemment, c'est un point fondamental. Il a baissé parce que, comme le disait Patrick Roger, les taux d'intérêt étaient bas. Là, on a une question de remonter des taux d'intérêt. Alors, il y a l'inflation qui va rendre ces taux d'intérêt réels plus soutenables. Et sur le stock de la dette, on n'a jamais vu un État rembourser évidemment l'intégralité de sa dette, mais il y a une question de crédibilité face au marché financier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, que vous soyez pour ou contre, mais une partie de ce que l'État français emprunte, il l'emprunte auprès de marchés financiers, avec des cotations, ce qu'on appelle des ratings sur la dette, des AAA, etc. Si votre signature descend, alors vous empruntez de plus en plus cher, voire les marchés financiers regardent de travers la possibilité de vous prêter. Et je vous rappelle que certains États ont fait faillite. Je vais prendre le cas de l'Argentine, qui est le plus connu, qui a fait faillite. Souvenez-vous, puisqu'on parle beaucoup de la Russie dans un temps qui est révolu, que personne n'a plus en tête, le défaut après la révolution russe sur les emprunts russes a empêché la Russie d'emprunter sur les marchés à ce moment-là. Donc, la crédibilité d'un État face à sa capacité à emprunter, elle est quand même réelle. Il faut pas la négliger. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Alors, c'est exactement pour ça que nous pensons que c'est une très mauvaise solution que d'être sous l'emprise des marchés financiers et d'emprunter auprès des marchés financiers. Mais si je peux me permettre... Juste une parenthèse. Vous avez eu raison tout à l'heure de rappeler qu'il y a une partie de la dette française qui est détenue par des résidents, des ménages français, et une partie par des investisseurs étrangers. Mais on n'est pas dans le cas du Japon. Le Japon, sa dette est entièrement détenue par des résidents japonais, ce qui rend beaucoup plus supportable, à mon sens, que d'avoir une partie qui est liée à des marchés financiers qui vous regardent à un moment donné de travers. Absolument, parce que la dette du Japon, je partage tout à fait ce que vous dites, la dette du Japon est hors marché. Alors qu'en France... et dans l'Union européenne, il y a eu un choix politique qui n'a aucun rapport avec l'économie. C'est un choix politique d'emprunter sur les marchés financiers. Et c'est ce choix politique que nous remettons en cause. Maintenant, simplement pour faire une petite remarque sur ce que vous dites sur la crédibilité de la signature de la France. La France, c'est un des pays qui a une crédibilité de signature la plus importante dans le monde, et en particulier en Europe. Mais est-ce qu'elle est dégradée aujourd'hui, cette réputation financière ? Absolument pas. La France fait partie des rares pays qui empruntent à des taux nominaux négatifs, encore aujourd'hui à court terme, en Europe. Il y a l'Allemagne, ensuite il y a la France, les Pays-Bas, peut-être la Finlande. Donc vous louez le recours au marché financier, finalement. Je fais un constat, mais... Comme vous le dites tout à fait bien, malgré tout, on donne 33 milliards aujourd'hui. Avant, c'était un peu plus. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 33 milliards d'euros par an. Ça a été jusqu'à l'intégralité de l'impôt sur le revenu, le service de la dette, ce qui est quand même colossal. Aujourd'hui, c'est donc 33 milliards. C'est 33 milliards de trop. Et surtout, évidemment, il y a la menace que vous avez signalée, qui est le fait qu'on ne sait jamais ce qui peut passer et les marchés peuvent réagir mal pour des tas de raisons. Par exemple, un changement politique en France, peut-être que les marchés ne l'accepteraient pas, etc. Et donc, il peut avoir, comme on disait dans le temps, le mur de l'argent qui soit dressé. Et une question, pardon, puisqu'on parle des résidents. Quel est l'impact justement sur les petits épargnants aujourd'hui de cette dette ? Aujourd'hui, la question, c'est que
la dette française, elle est placée auprès des banques, des assurances-vie. Les assurances-vie, ce sont les fonds en euros. Assez classique. Alors ensuite, toute la question, c'est de savoir qui paye in fine la charge de la dette. Et là aussi, ce sont des choix politiques. Il y a plusieurs façon de faire. Si vous décidez, par exemple, pour payer cette charge de la dette, de mener une politique d'austérité, de réduction des dépenses publiques, de la protection sociale, ce qui est, par exemple, la position explicite d'un certain nombre de candidats à la présidentielle. La charge de la dette, elle sera payée par l'ensemble de la population, et en particulier par les plus démunis, les classes populaires, etc. Si, au contraire, pour payer cette charge de la dette, vous décidez d'augmenter les impôts des plus riches, elle sera payée par, les bénéficiaires de l'emprunt, puisque en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les ménages qui ont aujourd'hui les moyens, je ne parle pas des petits épargnants, mais ceux qui empruntent massivement, ceux qui achètent massivement de la dette publique, ce sont des gens qui ont les moyens financiers de le faire. Or, ces gens-là ont bénéficié de réformes fiscales qui leur étaient très favorables ces dernières décennies, et donc ils touchent un double dividende. Oui, mais heureusement qu'ils étaient là, sinon c'était les marchés étrangers qui allaient tout prendre aussi, non? Mais ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, mais en même temps... En même temps, et ça a été tout à fait démontré par un nombre de rapports, s'il n'y avait pas eu ces réformes fiscales, la France n'aurait pas été en déficit. Par exemple, vous avez un rapport fait par un député de droite en 2010, s'appelle Gilles Carrez, c'était le rapporteur du budget à l'époque, qui avait fait un rapport sur la dette publique et qui montrait tout à fait clairement que si on avait gardé ce qu'était la fiscalité en l'an 2000, un rapport de 2010, eh bien la France aurait été légèrement excédentaire, le budget de la France aurait été légèrement excédentaire en 2008, en 2006, 2007 et 2008. Et en 2009, qui était l'année après la crise, la grande récession, où il y avait eu un déficit budgétaire de 7,5%, eh bien le déficit budgétaire n'aurait été que de 3,3%. Donc les réformes fiscales ont été, ou les contre-réformes fiscales, c'est plutôt ce terme-là qu'il faut employer, ont été une des causes du creusement du déficit public. Allez, on poursuit avec vous, Pierre Khalfa, avec ce petit livre didactique et critique. Donc, quoi qu'il en coûte, sortir la dette des griffes de la finance. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la dette ou pas? Est-ce qu'on peut effacer et j'aimerais bien que vous appeliez d'ailleurs 0826 300 300 si vous avez des questions très précises à poser à Pierre Khalfa et Éric Revel qui nous a fait l'amitié de rester également pour répondre à toutes ces questions autour de la dette. Sujet un peu technique, mais finalement, quand on l'aborde comme ça de façon simple, très concernant, bien sûr, et puis plus simple qu'il n'y paraît quand même aussi. À tout de suite, 9h47. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face à la dette de la France. Pour en parler ce matin, Pierre Khalfa qui est avec nous avec ce livre « Quoi qu'il en coûte, sortir de la dette des griffes de la finance » aux éditions Textuelles. Oui, et Éric Revel qui est resté avec nous et vos appels dans un instant au 0826 300 300. Une question très concrète là. Pour éviter les faillites, il y a eu, avec la crise du Covid notamment, il y a eu le fameux « Quoi qu'il en coûte » qui a été mis en place. Il a bien servi. Beaucoup plaident pour un non-remboursement justement des dettes et des prêts faits aux entreprises. Est-ce que ça c'est jouable ou pas? C'est une affaire compliquée parce que c'est pour ça que vous êtes là pour nous répondre avec Éric Revel. Bon, j'ai pas d'opinion très tranchée pour tout dire sur ce sujet. La question, c'est que on n'a pas aujourd'hui une vue extrêmement claire, et je pense que même le ministère d'économie et des finances ne l'a pas, sur l'état réel des entreprises françaises. C'est-à-dire que est-ce que
parce qu'il y a d'une part le fait que les prêts de l'État ont aidé ces entreprises à passer un cap très difficile. Et c'était l'État a joué son rôle. Hein, heureusement qu'il a fait ça. Mais en fait, on voit que le paradoxe de cette affaire, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de faillites qu'attendu en temps normal. Qu'en temps normal, c'est vrai. Il y a quasiment pas de faillite. Il y a un pourcentage d'entreprises qui font faillite, qui se retrouvent année après année, grosso modo. Et là, il y a eu une baisse très importante du nombre d'entreprises qui ont fait faillite. Alors, est-ce que ça veut dire que la rentabilité de ces entreprises s'est améliorée globalement, ou est-ce que c'est les mesures prises par l'État ont repoussé les échéances? Et ça, c'est une question aujourd'hui à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Éric Revel. D'abord, on est content d'être dans un pays où les amortisseurs sociaux sont solides, où on peut mettre des gens au chômage partiel et aider, grâce à des prêts d'État garantis, les entreprises à passer ces difficultés. Ça a été fait dans tous les grands pays. Oui, mais très bien. Mais nous, on avait justement un peu plus peut-être en France que dans certains pays, en Espagne, etc. En Espagne, en Italie... ça a été fait en France, vous avez raison. Je sais que pour vous, la dette n'est pas un problème, mais avec le niveau de dette qui était le nôtre, on pouvait se poser des questions. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important, et c'est marrant parce que je pensais que vous parleriez des petits épargnants, et vous ne l'avez pas fait. Quand vous louez l'augmentation de l'inflation sur les taux d'intérêt réels des OAT, des obligations d'État, vous avez raison, ça permet d'emprunter à pas cher, voire négatif, mais vous n'avez pas pensé à tous ces petits épargnants, puisqu'aujourd'hui la question du pouvoir d'achat est centrale. Des petits épargnants qui ont un livret A à 1% et qui vont prendre une inflation à 4,5, ça veut dire qu'ils perdent 3,5 de pouvoir d'achat par an, et vous n'avez pas eu un mot pour eux. Ça m'a étonné. Écoutez, d'abord, le livret A n'a aucun rapport avec les obligations d'État. Aucun rapport, mais c'est du pouvoir d'achat. Oui, absolument. Le mauvais côté de l'inflation, c'est pour les petits épargnants. Vous n'avez pas parlé, ça m'a étonné. Oui, mais je vais en parler si vous le permettez. C'est pour ça que je pense que sur le livret A, il faut augmenter le taux du livret A. Pour protéger les mécaniquement, il y a une augmentation avec le taux d'inflation, il y a une clause de revoyure chaque année. Qui est aujourd'hui, les épargnants perdent, les petits épargnants perdent de l'argent. Ça, c'est d'une évidence. Bon, c'est pas nouveau par ailleurs. Hein. Depuis des années, le gouvernement et tous les gouvernements ont baissé le taux de rémunération du livret A, avec un bon argument. Qui est le fait que, comme théoriquement le livret A sert à financer le logement social, c'était ça l'explication. Mais en fait, derrière, comme le livret A été dérégulé, puisque maintenant les banques commerciales ont droit de proposer des livrets A, c'est aussi... mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la même chose. Aussi d'augmenter les profits. Non, mais j'attirais l'attention sur l'inflation. C'est pas la même chose d'avoir un taux du livret A à 1 quand vous avez une inflation à 2 que d'avoir un taux du livret A à 1 quand vous avez une inflation à 4,5. Oui. Vous perdez beaucoup plus d'argent pour des gens qui souvent, c'est de l'épargne populaire, n'ont que ça. Je partage votre avis, c'est pour ça qu'il faut augmenter le taux du livret A. 0826 300 300. Oui, avec Dust qui nous appelle des Pyrénées. Bonjour Dust. Bonjour Dust. Bonjour, merci de m'inviter chez vous. Oui. C'est vous qui vous invitez et on vous donne la parole, mon cher Dust. On est ravis. Largement. C'est vrai. Voilà, alors j'entendais votre intervenant parler de réforme fiscale d'il y a quelques années. Et là, je vois bien qu'en fait, dans votre discussion, on a l'impression quand même qu'il manque un peu d'argent. Or, en parallèle de ça, on a pris l'habitude, depuis une trentaine d'années, de favoriser la création des ultra-riches, de ces gros milliardaires qui sont champions de l'optimisation fiscale, voire, je ne vais pas risquer la diffamation, mais certains qui sont malhonnêtes vis-à-vis de l'État français et de notre pays. Non, mais on vous suit. Donc, tout cet argent, je ne sais pas pourquoi tous les citoyens, dans leur vote, ils ont légalisé, finalement, ils ont mis au pouvoir des gens qui ont favorisé ça. Comment on peut s'en sortir si une partie de la population, et ça personne n'en parle, comment on peut s'en sortir si une partie de la population monopolise autant d'argent? Oui. Donc après, j'entends dire, ces gens-là, si on les fonctionne trop, ils vont partir. Mais la solution elle est assez simple. Ils ne sont plus français. Ils ne sont plus français. Enfin, je veux dire, on est français quand on paye tous ses impôts en France, quelle que soit sa fortune. Pierre Calfa va vous répondre, oui.
Merci Dost de votre question. Votre auditeur a raison sur le fond. Il y a eu toute une série de mesures fiscales qui ont été prises en faveur des ménages les plus riches. Et dans les très très riches, là, en fait. Oui, bien sûr. C'est surtout ça. 60 milliards d'euros qui ont bénéficié aux ménages les plus riches et aux entreprises, en particulier les entreprises les plus grandes. Avec la suppression de l'ISF, mais on rappelle qu'il y a toujours le prélèvement forfaitaire. Il y a l'impôt sur la fortune immobilière qui reste. Mais en revanche, tout ce qui est actions, etc. Alors là, le prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital, qui fait que le capital n'est pas taxé de la même façon que le travail, ce qui est un scandale total. Et ce ne sont pas les seules mesures. Depuis des décennies, vous avez eu ce qu'on peut appeler une contre-réforme fiscale qui a favorisé les ménages les plus riches et les entreprises, et en particulier les entreprises les plus importantes. Donc, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que c'est une des causes de l'ampleur du déficit public. Si on revenait... Allez, juste 30 secondes pour conclure. Après Pierre Caffa, je partage le début de votre raisonnement, mais pas la fin. C'est-à-dire que, oui, il y a eu une facilité fiscale accordée aux ménages les plus riches dans ce pays depuis 5 ans. Ça, c'est absolument indéniable. Et avant. Mais bon, ça s'est accéléré, notamment avec la réforme de l'ISF. Mais il y avait un pari qui était fait, qui était celui, vous savez, du mot le ruissellement. C'est-à-dire que ces gens qui avaient beaucoup d'argent allaient, en fait, réinvestir dans l'économie française. Et quand vous réinvestissez, vous faites de la croissance et créez de l'emploi. Et en fait, la transition entre les allègements fiscaux des ménages les plus aisés et le ruissellement n'a pas eu lieu. Il ne pouvait pas avoir lieu. Il pouvait avoir lieu. Parce que là, cette théorie... vous faites... Allez, voilà, c'est la conclusion, selon vous. Et je renvoie à votre livre. Quoi qu'il en coûte, sortir la dette des griffes de la finance. Pierre Caffa, merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio, parce que dans un instant, c'est Valérie Expert.